Hubert Védrine, vous l'avez entendu, c'est l'invité de la matinale, tout de suite. Hubert Védrine, merci d'être avec nous ce matin pour éclairer nos auditeurs sur la situation internationale. Nous avions prévu de consacrer cet entretien à l'échange entre Vladimir Poutine et Donald Trump. C'est promis, ce sera fait. Avant cela, nouvelle escalade ailleurs, à Gaza. Israël bombarde, fait des victimes chez les Palestiniens. Pas de libération d'otages, pas de quartier pour le gouvernement israélien. C'est la fin du cessez-le-feu, selon vous? J'espère que non, mais c'est un crève-cœur, tout ça. C'est un cauchemar, un crève-cœur, c'est effrayant. Donc la seule solution, la seule idée, c'est qu'est-ce qui permettra d'en sortir un jour. Sinon, c'est sans fin. Je suis très admiratif, moi, des Israéliens qui sont encore sur la ligne qui était celle d'Yitzhak Rabin, qui était le grand homme d'Israël depuis 50 ans, on va dire. Les gens comme Ehud Olmert, Ehud Barak, qui continuent à parler de la solution à 2 États. Elle est mauvaise, elle est compliquée, elle est infaisable, mais il n'y en a pas d'autre, en réalité. Donc tout ce qui permettra de bouger, de sortir de cet engrenage absolument sans fin, c'est ça qu'il faut encourager. Et peut-être que, comme Trump, des tours sur Trump, a absolument besoin de l'Arabie dans son jeu, pour des raisons pétrolières, pour des raisons d'accord d'Abraham. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y a une sorte de convergence entre Trump et les Arabes réunifiés autour de l'Arabie par la politique de Netanyahou qui permettent de bouger. Le Hamas sabote tout. Le Hamas sabote tout. Israël en profite, mais le Hamas, à chaque étape où il y a une ouverture, le Hamas sabote. Et si vous écoutez Olmert et Barak ou Barnavi ou autres, le Hamas, c'est le résultat de la politique de Netanyahou depuis 15 ans. Donc alors vous pouvez avoir un autre point de vue, mais ce sont des Israéliens qui disent ça depuis des années. Le Hamas, c'est aussi le résultat de l'indétermination des Palestiniens. Non, disons, le rapport de force au sein des Palestiniens, mais qui est le résultat de la politique de Netanyahou, qui disait depuis 15 ans qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Ce qui fait que la meilleure réponse au Hamas, pour qu'il soit vraiment un jour neutralisé, marginalisé, rendu impuissant, ce serait une autorité palestinienne renouvelée. Mais ça, le Netanyahou n'en veut pas. Ça, ce serait la vraie réponse au Hamas et aux atrocités dont il est capable. Hubert Védrine, j'en viens à cet échange téléphonique qui aura lieu aujourd'hui pour gérer un conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Ça paraît étonnant. Vous avez déjà vu ça dans votre carrière diplomatique, des observateurs internationaux diplomatiques suspendus à un coup de fil entre 2 chefs d'État qui vont décider du sort d'un autre État? Mais pendant la guerre froide, ce sont les États-Unis et l'URSS qui négociaient. Quand ils négociaient, alors soit ils se menaçaient d'anéantissement pendant des dizaines d'années, soit ils négociaient. C'est la politique kissinghérienne. Et l'Europe en tant que telle n'a jamais joué le moindre rôle là-dedans. Dans les accords de limitation, SALT, réduction, START, jamais. À aucun moment. Donc c'est arrivé des tas de fois qu'avant un sommet, disons, américano-soviétique, il y a la même attente. Donc c'est pas tellement nouveau. Alors simplement, comme les Européens ont vécu dans une bulle imaginaire pendant une 30aine d'années, ils sont sidérés par ça. Mais les choses sont entre les mains de Trump et Poutine. Une bulle imaginaire. Sauf que là, on est avant le coup de fil. Là. Quand vous dites que les Européens ont vécu dans une bulle imaginaire, vous étiez dans la bulle, vous, dans les années 80 ? Oui, mais j'ai jamais parlé comme les biches de nounours à l'époque. Non, parce qu'à l'époque, autour de Mitterrand, on avait géré la question des euromissiles. Donc l'équilibre des forces. Parler avec l'URSS, oui bien sûr, mais sur la base d'un équilibre des forces. Rappelez-vous de la formule extraordinaire, les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Donc c'est ça d'où je viens, moi. Donc je suis absolument pour reconstituer aujourd'hui une Europe vraiment bien défendue, dissuasive, ce que j'appelle un porc-épic en termes militaires de l'Europe, après la conclusion bonne ou mauvaise de l'affaire de l'Ukraine, dans laquelle on n'a pas les cartes. On a les cartes pour réagir, mais on n'a pas les cartes pour conclure. Et là, on ne sait pas ce qu'ils vont se dire. Alors justement, quels sont les scénarios, selon vous, des conséquences de cet échange téléphonique? Ça fait des semaines et des semaines qu'on dit « mais Trump est dans la main de Poutine ». Il s'avère que c'est pas tout à fait vrai, que Trump sort les muscles de temps en temps, mais qu'il temporise. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il revient de façon plus ferme dans ses intentions vis-à-vis de la Russie. Quels sont les scénarios à l'issue de ce coup de fil? En tout cas, il n'a pas changé d'alliance, il n'a pas d'alliés. Il considère que les alliés atlantiques sont devenus des parasites, d'où ses combats dans la guerre commerciale, mais il ne va pas s'allier avec Poutine, simplement il veut se sortir du sujet. L'Ukraine, il n'a pas du tout la même vision que celle des Européens des dernières années. Alors, on va voir ce qu'il y aura dans le coup de fil. Est-ce que c'est l'annonce d'un arrêt des combats, d'un cessez-le-feu? Accord de paix, c'est longtemps après, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui nous concerne, nous, Européens, directement, c'est l'éventuelle demande de garantie
par l'envoi de troupes quelque part, on ne sait pas où, puisque les Russes ne veulent pas de troupes d'un pays de l'OTAN en Ukraine, mais il peut y avoir d'autres formes de garantie. Là, ça nous renverrait une décision qui serait celle des Français, des Allemands, des Polonais, des Anglais, etc. Pas de l'Union européenne, qui n'a pas de compétences spécifiques dans ce... Donc ça peut nous concerner. Mais il y a énormément de sujets qui concernent d'abord les Ukrainiens, bien sûr, sur quelle zone, si un cessez-le-feu. C'est la question territoriale, le partage. Jamais les Ukrainiens, quels qu'ils soient, ne signeront le renoncement au Donbass et à la Crimée. Mais ils peuvent être contraints parce qu'ils n'ont pas le choix, en réalité. Et donc il faut distinguer ce qui va concerner les Ukrainiens, et donc nous, en termes d'interprétation, de sensibilité, d'inquiétude et donc de mobilisation, et d'autre part ce que nous aurions à décider. Les seules décisions pour nous, c'est garantie éventuelle. Et là, on va voir très vite que même les pays qui se disent prêts à envoyer éventuellement des troupes au sol ou à côté, dans les pays à côté, dans le cadre d'un accord de paix, très vite, ils vont dire on ne peut y aller qu'il y a quand même un peu de garantie américaine. Et pour le moment, il n'y en a pas. Alors, les Américains n'ont pas dit non. Ils ont dit pas de troupes au sol. Pas d'Ukraine dans l'OTAN, ce que disait déjà Biden, en fait. Donc, ça va dépendre de ça. L'autre élément, c'est si Trump est furieux parce que Poutine ne lui donne pas assez pour le moment, il peut décider des sanctions. Ils ont menacé, d'ailleurs, vous avez vu. Déjà, bon, ça, les Européens vont applaudir parce que ils accumulent les sanctions qui n'ont pas tellement d'effet, d'ailleurs, mais c'est la seule façon politique et morale, on va dire, de répliquer. Mais si Trump a avancé un peu avec Poutine et envisage la levée des sanctions, ce qui n'est pas du tout impossible, des sanctions américaines, là, les Européens seront confrontés à un autre dilemme. Qu'est-ce qu'on fait si l'Amérique et la Russie avancent assez vite dans la levée des sanctions? Il y aurait aussitôt d'énormes flux financiers américains, américano-russes, plus l'Inde, plus ceci, plus cela. Est-ce qu'on va rester à côté? Donc, derrière tout ça, est-ce que les Européens peuvent laisser la définition de l'avenir de nos relations avec la Russie uniquement à Trump? C'est dangereux. On peut imaginer une levée des sanctions du côté américain. Je dis ça, mais c'est impossible à gérer tout de suite. Bah oui, on peut imaginer une levée des sanctions du côté américain et les Européens qui disent tiens, on va geler, enfin on va faire plus que geler, on va utiliser les avoirs russes de la Banque centrale russe et on va les utiliser et les donner à l'Ukraine ou financer l'effort de défense. Une divergence complète dans la suite. Peut-être pas, mais on ne peut pas l'écarter complètement. Donc ça dépendrait encore une fois pas que l'Union, alors l'Union, la Commission, peut favoriser les décisions financières, budgétaires pour le réarmement. Ce qu'ils ont fait, les décisions militaires à proprement parler sont des décisions nationales. Hubert Védrine, un coup de fil comme ça, très concrètement, la ligne est établie entre Poutine et Trump. Ils se parlent au téléphone d'homme à homme, mais est-ce que les conseillers tiennent l'écouteur? Comment ça se passe? C'est une visioconférence? Ils sont plusieurs ou ils sont tout seuls l'un face à l'autre? Vous avez assisté à ce genre de coup de fil? Oui, énormément. Il y a des interprètes. Il y a des interprètes déjà? Il y a normalement une préparation. Il y a des conseillers diplo? Il y a des conseillers variés, diplo, peut-être, entre autres, espérons. Mais là, par exemple, Trump a envoyé son vieux copain, là, promoteur immobilier comme lui, Steve Witkoff. Oui. Il l'a envoyé voir Poutine. Poutine l'a reçu. Donc il a des réponses de Poutine. Et le coup de fil, c'est la réponse à cette mission. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, personne ne le sait. Alors Trump fait de la communication positive en disant on a travaillé, on va avancer, etc. On verra. Donc il serait préparé par cet échange. Après, il y a des gens autour, il y a des preneurs de notes, il y a tout ce qu'on veut. Mais c'est pas compliqué. Hubert Védrine. C'est pas plus original qu'entre deux dirigeants privés, sauf que les dirigeants privés se parlent en globish, le sous-américain d'aéroport que parle le monde entier. Puisque là, Trump a parlé trumpien et Poutine va parler russe. Bon. En juin, il y a un sommet. C'est celle du contenu. Il y a un sommet de l'OTAN en juin. Comment l'Europe peut se positionner dans cette perspective? Alors, moi, je dis, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Je dirais que si les Européens n'ont pas réussi à organiser la coalition, pas de tous les Européens, pas de l'Union, mais des quelques pays européens qui ont des armées capables de participer à des garanties, si ça marche, ou alors à la constitution du porc épic, qui doit transformer l'Europe en un ensemble que personne n'a envie d'attaquer. Bon, s'ils n'ont pas fait quelque chose d'important avant le sommet de l'OTAN, moi je crains le sommet de l'OTAN rouleau compresseur. On se retrouvait dans la situation d'avant, avec un OTAN qui est dormant, que Trump va pas détruire, il peut pas annuler le traité, mais dont il se désintéresserait pour jouer la carte de l'Asie. Donc il y a une urgence, il y a une priorité. Il y a d'ailleurs une occasion avant, qui est, je crois, un mois avant, qui est la fameuse communauté politique européenne,
qu'elle a repris sur suggestion de Draghi et l'État de la vieille idée de Mitterrand qu'il avait lancée, qui était géniale, mais qu'il lançait beaucoup trop tôt, en 89, l'idée, et qui est devenue, évidemment, Mitterrand mettait l'URSS pour aider Gorbatchev. Et là, il n'y a pas la Russie, au contraire, c'est l'inverse. Mais ça peut être la réunion de préparation, il y a tous les Européens, même la Grande-Bretagne et la Turquie, et que les Européens. C'est le seul rendez-vous dans le semestre devant nous. Donc ça peut jouer un rôle avant le sommet de l'OTAN. Pour qu'avant le sommet de l'OTAN, on dit, oui, il y a une coalition ad hoc qui a préparé le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Ça, c'est le, meilleur scénario. Alors après, ça nous renvoie, après les annonces très ambitieuses et mobilisatrices du président Macron, à des décisions dans chaque pays. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait en termes de réarmement ? C'est la grande difficulté. Le porc-épic védrinien, appelons-le comme ça, le porc-épic védrinien, il est quand même tributaire de la capacité des Allemands à changer de politique d'approvisionnement technologique en matière de défense, de la capacité de la France à dire venez chez nous, on est le deuxième exportateur et fabricant d'armement au monde, ça vaut peut-être le coup d'acheter français au lieu d'acheter américain systématiquement. C'est des questions qui sont hautement stratégiques et les Européens ne sont pas d'accord là-dessus. Oui, mais vous avez bien défini la feuille de route. C'est des questions à régler. Si on est d'accord pour réarmer l'Europe, pour dire on est sorti de l'illusion des dividendes de la paix, que un jour il faudra réinventer la coexistence pacifique avec la Russie, mais on n'en est pas là. Bon, donc il faut régler les questions que vous venez de mentionner. Et maintenant c'est à chaque pays de dire voilà ce que je peux faire, et on n'échappera pas à une opération de restructuration des industries d'armement en Europe qui sont très 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 bonnes, mais trop nombreuses par rapport à ça. Bon, là il faudra des décisions, et s'il est temps, si on regarde le passé, ça ne marcherait pas, étant donné qu'on vit des temps tout à fait nouveaux, inédits, ça va peut-être marcher. Peut-être que ce que vous avez rappelé, il y aura les décisions dans les semaines, dans les 3 mois, 6 mois qui viennent. Hubert Védrine, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Vous reviendrez pour nous dire quel nom peut prendre ce porc-épic européen, parce qu'il lui faut un nom et des moyens, si je vous ai bien compris. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru tout récemment, Dictionnaire amoureux de la géopolitique, c'est paru chez Plomb. Hubert Védrine, merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du jour, Christophe Barbier.